Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai appelée représentation du temps. L'idée c'est que je vais faire un exercice de probabilité, mais ce que je veux vraiment essayer de transmettre, c'est la façon dont graphiquement on peut représenter le temps qui passe au fur et à mesure de l'expérience, et en tirer des méthodes différentes pour essayer de résoudre l'exercice que je vais proposer. On va considérer un couple de réels compris entre 0 et 1, strictement, dont la somme est différente de 1. Et on va considérer un interrupteur qui possède deux positions, 0 et 1, qui est initialement en position 0. Et pour tout n entier naturel, eh bien on va dire que la position de l'interrupteur à l'instant n plus 1 ne dépend que de celle à l'instant n. Donc là on dispose d'une modélisation du temps qui n'est pas continue, c'est plutôt une modélisation discrète, et le temps passe unité par unité. Alors comment fonctionne cet interrupteur ? Eh bien en fait on peut faire un schéma. En fait il a deux positions 0 et 1. Il va passer de 0 à 1 avec la probabilité A, il va passer de 1 à 0 avec la probabilité B, et enfin, il va rester en position 0 avec la probabilité 1-A, et il va rester en position 1 avec la probabilité 1-B. Donc ça c'est une façon de représenter cette expérience-là, et en fait à chaque instant, on peut se servir de ce graphe ici, qu'on appelle graphe probabiliste, pour comprendre comment va se comporter l'interrupteur. Alors j'en profite rapidement ici, pour écrire le but quand même, c'est que j'aimerais étudier la loi de Xn lorsque n devient assez grand. Alors je te prie de m'excuser, j'ai vraiment oublié d'écrire ce qu'était Xn. Xn c'est tout simplement la variable aléatoire qui représente la position de l'interrupteur au temps n, à l'instant n. Donc c'est une variable aléatoire qui ne prend que les valeurs 0 et 1. Alors quand on était en terminale, du moins quand j'étais en terminale, cette façon de représenter l'expérience n'était pas celle qui était souvent proposée. Je me souviens plutôt qu'on me parlait d'arbre de probabilité. Et c'est ce que je vais faire ici. On peut dire que dans un premier temps, l'interrupteur est en position 0, ensuite qu'il va être soit en 0, soit en position 1, et écrire toutes les possibilités de cette manière-là. Alors ça continuerait à l'infini. Et sur chaque branche, on peut indiquer les probabilités correspondantes. Donc ça, c'est ce que j'appellerais aujourd'hui un arbre binaire infini. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que ces deux graphes se correspondent. Dans le premier graphe, le temps est replié sur lui-même, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le temps qui passe, mais à chaque instant, on peut quand même utiliser ce graphe-là. Et dans le deuxième graphe, eh bien, le temps est complètement déplié, et c'est pour ça qu'il va jusqu'à l'infini. Alors la question que je peux me poser, c'est comment je fais pour récupérer la loi de Xn, c'est-à-dire la position de l'interrupteur à l'instant n. Eh bien, ce que j'aurais fait lorsque j'étais en terminale, c'est que je me serais débrouillé avec cet arbre binaire infini pour faire la somme des probabilités qu'il y a sur les chemins qui mènent jusqu'à 0 ou jusqu'à 1. Mais ici, tu vois bien que ça va devenir assez compliqué. On peut essayer de le faire pour t égale 3, mais a priori, pour t égale n, ça risque de mal se passer. Alors ici, je vais exploiter une donnée quand même qui est dans l'énoncé, c'est que la position à l'instant n plus 1 ne dépend que de celle à l'instant n. Ça me donne envie de faire une disjonction exhaustive de cas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer un entier naturel n, et je vais dire que l'ensemble constitué des événements xn est en position 0 et xn est en position 1, c'est un système complet d'événements. Donc d'après la formule des probabilités totales, eh bien je peux écrire que la probabilité que l'interrupteur soit dans une position donnée au temps n plus 1 s'exprime comme cette somme ici. Alors ici, il faut faire attention parce que j'ai conditionné par des événements, il s'avère qu'en fait je n'avais pas le droit d'écrire ce conditionnement-là pour n égale 0, puisqu'en fait cet événement est de probabilité nulle. Mais en réalité ce terme n'aurait même pas besoin d'être défini, puisqu'il serait multiplié par 0, qui est le terme qui aurait juste à côté. Alors ce que je peux faire, c'est que ici j'ai deux équations, puisque c'est pour x égale 0 et pour x égale 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je pourrais l'écrire comme un système, mais encore mieux ici, je vais décider directement de l'écrire de manière matricielle. Et en remplaçant les probabilités conditionnelles qui apparaissent sur mon graphe par les valeurs correspondantes, eh bien j'obtiens cette relation-là. Et ça c'est une relation très agréable, puisque j'obtiens une relation du type un plus 1 est égal à a fois un, en baptisant les trois matrices de l'égalité du dessus, respectivement un plus 1, a et un. Et en fait un raisonnement par récurrence permet de montrer facilement que ça me donne un est égal à a puissance n fois u0. Autrement dit, si je veux récupérer la loi de Xn, il me suffit de calculer la puissance nème d'une matrice. Alors c'est la première méthode que je vais te proposer, mais que je ne vais pas réaliser ici puisque je la mettrai en œuvre dans un exemple un peu plus complexe, dans la potion numéro 10, donc dans 2 émissions. Mais si tu veux, tu peux essayer de calculer la puissance nème de cette matrice A, par exemple si tu veux,
grâce aux projections sur les sous-espaces propres, sujet sur lesquels j'ai fait une émission, et du coup, en fait, peu importe la méthode choisie, tu devrais trouver cette matrice-là. Et en fait, ça permettrait de conclure, puisqu'il suffirait maintenant de remplacer U0 par sa valeur, qui est le vecteur colonne 1, 0, pour déterminer la loi de Xn et répondre facilement ensuite à la question qu'on s'est posée. Mais maintenant, j'aimerais te proposer une autre méthode. Si je reviens sur les représentations qu'on avait pour l'expérience, les deux graphes qu'on avait tracés, en fait, je peux en produire un qui se place à peu près entre les deux. Ce que je pourrais faire, c'est que je m'aperçois ici que l'information essentielle de l'énoncé, c'est que la position de l'interrupteur à l'instant n+1 ne dépend que de celle à l'instant n. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux représenter le graphe comme ceci. Alors en fait, pour la partie de droite, c'est ce qui va se passer entre l'instant n et l'instant n+1, donc c'est toujours la même chose, c'est une partie du graphe qui est juste au-dessus. Mais par contre, ce qui s'est passé de t égale 0 jusqu'à t égale n, en fait, je pourrais le contracter et le représenter comme ceci. Alors en théorie, ça serait juste des arêtes simples. Ici, j'ai fait des liaisons doubles, ce qui n'a aucun sens, mais j'ai l'impression que je fais un peu de chimie, j'aime bien me faire peur de temps en temps. Et en fait, ce que j'ai appelé Pn et 1-Pn, eh bien, ce sont les probabilités que tu rencontres ici dans mes matrices Un+1 et Un. Autrement dit, Pn, c'est tout simplement la probabilité que l'interrupteur soit en position 1 à l'instant n. Et la deuxième méthode, du coup, veut vraiment exploiter ça. Je vais essayer d'exploiter le lien entre Pn et Pn+1. Je vais dire que pour tout entier naturel n, j'ai Pn+1 qui vaut a fois 1-Pn plus 1-B fois Pn. Et ça, je peux l'arranger de cette façon-là. Alors ça exploite vraiment l'idée que j'avais en terminale de récupérer 1 et de considérer à chaque fois la probabilité de chaque chemin qui menait jusqu'à 1. Une autre possibilité de récupérer ça, en me récupérant sur l'idée de calculer la puissance énième, c'est que si je prends la relation Un+1 est égal à a fois Un, et si je regarde le coefficient qui va apparaître en bas de la matrice colonne obtenue, j'obtiens exactement la même information. Maintenant, l'intérêt, c'est que j'ai pas du tout besoin de m'embêter dans des calculs complexes. Je reconnais ici une suite arithmético-géométrique, avec 1 moins a moins b qui est différent de 0 par hypothèse, puisque j'ai supposé que a plus b était différent de 1, et donc il existe une formule qui permet d'obtenir directement le terme général de cette suite arithmético-géométrique. Donc ça me donne la loi de Xn. Et maintenant on me demande que se passe-t-il quand n devient grand. Alors moi j'interprète quand n tend vers plus l'infini. Eh bien tout simplement, comme a et b sont strictement compris entre 0 et 1, 1 moins a moins b en valeur absolue ça va être strictement plus petit que 1, et du coup je vais pouvoir conclure finalement que Pn tend vers a sur a plus b. Et en prenant en compte le fait ici que je considère des variables aléatoires à valeur entière, eh bien ça me permet d'établir que Xn converge en loi vers une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre a sur a plus b. Et donc ça répond à ma question. Ça veut dire que quand n est assez grand, eh bien je peux savoir, on a réussi à déterminer à peu près quelle était la probabilité que l'interrupteur se trouve dans une position donnée. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.